Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour nous accompagner, François Caudet. Bonjour François. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on parle. Alors, on va parler de deux sujets mais qui sont liés. Le premier, les comportements d'épargne des Français dans une période d'incertitude. Et puis ensuite, on répondra à une question de l'internaute qui est un peu liée puisque c'est pour savoir la différence en assurance vie entre le fonds général et les unités de compte. Dans notre dossier, nous ferons la connaissance d'anges bienveillants, les Grenoble Angels. Ils ont 20 ans et ce réseau d'accompagnement et d'amorçage de start-up a financé plus de 150 projets, 150 entreprises. Exemple récent avec Astris qui veut révolutionner la maintenance industrielle prédictive. Notre rubrique Succès d'artisans nous conduira au Touvet chez Apex Agencement. Les clients de cette menuiserie peuvent découvrir avec un casque virtuel leurs futurs aménagements intérieurs. Enfin, pour notre focus, nous pousserons les portes d'un concessionnaire automobile historique en Isère, BMW Mini à Mélan. Rachetée par le groupe Potric, elle vend chaque année plus de 1500 véhicules neufs et d'occasion et adapte son modèle économique entre nouvelles motorisations et développement des services. Entre précaution et inquiétude dans un contexte économique, politique, géopolitique mouvementé, comment les Français épargnent-ils ? Ils sont 8 sur 10 à reconnaître qu'ils mettent un peu d'argent de côté régulièrement. Mais concrètement, comment s'organise ce petit bas de laine ? On va en savoir plus avec vous, François. Alors d'abord, je crois qu'il faut préciser ce que c'est que le taux d'épargne, parce qu'il y a quelquefois un peu de confusion. Le taux d'épargne, c'est l'argent qu'on met de côté, mais c'est aussi la partie de remboursement en capital des prêts immobiliers. Donc c'est aussi important, c'est-à-dire que les gens qui remboursent leurs prêts immobiliers, quelque part leur patrimoine augmente puisqu'ils réduisent leurs dettes. Donc c'est une forme d'épargne, donc il faut aussi intégrer ça. Quelquefois c'est pas clair pour tout le monde. Après, les Français, c'est très caractéristique, on est les champions de l'épargne de tout temps, mais forcément dans des périodes d'incertitude, le taux d'épargne il monte, il est monté de 4 points depuis la période Covid. Il était très haut pendant le Covid, mais ça c'était une épargne un peu involontaire parce qu'on ne pouvait pas dépenser. Et comme avec le quoi qu'il en coûte, les revenus ont été maintenus, finalement il y a eu un taux d'épargne élevé pendant le Covid, mais maintenant c'est plus le cas, et on est malgré tout à un taux d'épargne qui est 4 points, 4% du revenu, supérieur à l'époque du Covid, avec des périodes un peu différentes, puisque jusqu'en 23, il y avait un niveau d'inflation élevé. Donc niveau d'inflation élevé, ça veut dire que les taux étaient élevés, que le livret A notamment avait une rentabilité significative, en tout cas en nominal, en facial de 3%. Donc ça a attiré pas mal d'épargne sur le livret A, sur les fonds euros, les fonds généraux qui sont vraiment en unité de compte et en taux. Et ça, c'était une grosse période 23-24. Depuis 24, les choses ont un petit peu changé parce que les taux sont redescendus. Le taux du livret A baissé aussi. Donc l'épargne s'est plus réorientée maintenant sur l'assurance vie et des choses un peu plus longues. Pour situer quand même un petit peu les volumes, l'épargne des ménages, et on parle bien que des ménages, l'épargne c'est 6 900 milliards d'euros. Alors c'est voilà, mais pour être un peu plus concret, c'est 3,7 ans de revenus moyens des ménages. En moyenne, les ménages français, alors c'est une moyenne, alors évidemment avec des écarts considérables, mais en moyenne, les Français ont 3,7 années de revenus d'épargne. Et ça a connu une augmentation, l'épargne a connu une augmentation significative en capitaux de 40% en 10 ans. Lié à la fois à ce taux d'épargne élevé, mais lié aussi à l'amélioration des marchés financiers. Ceux qui avaient épargné en actions, leur patrimoine a grossi. Les principaux placements en épargne pour les Français, c'est les dépôts bancaires, les livrets et puis les comptes chèques, les comptes à vue, les titres, c'est-à-dire les titres en direct. Et puis l'assurance vie qui reste quand même le grand levier d'épargne. Voilà un peu le tableau général, mais ce qu'il faut retenir, c'est un taux d'épargne très élevé
qui n'a jamais été aussi élevé depuis très très longtemps, et un niveau d'épargne très important, 3,7 années de revenus, c'est assez considérable. Alors, intéressons-nous au comportement. Qu'est-ce qui fait bouger les comportements des Français en matière d'épargne ? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, je l'évoquais tout à l'heure, il y a les taux. Quand le taux du livret A monte, ça attire des capitaux. Quand il baisse, on en perd. Ce qui n'est pas hyper cohérent, puisque le taux du livret A, il dépend de l'inflation. Et ce qui est important dans l'épargne, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt net, réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt que ça rapporte, moins l'inflation. Si un taux du livret A à 3% et une inflation à 4%, vous perdez de l'argent. S'il est à 1,7 ou à 1,5 et que l'inflation est à 1, vous gagnez du pouvoir d'achat. Mais ça, c'est un petit... Voilà. Mais il y a un aspect un peu psychologique quand même. Donc ça, c'est un des éléments. L'inflation, évidemment, comme elle corrèle le taux du livret A, il y a un lien direct. Et puis, il y a les incertitudes. On épargne aussi pour quelquefois préparer des projets, mais aussi pour se garantir contre l'avenir. Sécurité. Et donc, en ce moment, comme il y a 2-3 incertitudes économiques et macroéconomiques, forcément, ça fait monter le taux d'épargne. Le taux d'épargne, aujourd'hui, il est à 18,9%. Donc, encore une fois, y inclut le remboursement en capital des prêts immobiliers au deuxième trimestre 2025. Et on n'a pas de raison majeure de penser qu'il va rebaisser. Ce qui est aussi un problème, parce que ce qui est épargné n'est pas consommé. Et comme on sait qu'un des moteurs de l'économie française, c'est la consommation, un taux d'épargne trop fort, c'est faites 1 moins le taux d'épargne et c'est la consommation. Donc ça joue pas mal. Il y a une petite évolution quand même qui se fait sur la structure de l'épargne, puisque ce qui se faisait beaucoup sur les livrets, comme les taux sont plus bas, maintenant, il y a un peu plus de placements sur l'assurance vie, mais sur des placements qui restent extrêmement prudents. Donc assez peu de placements, je ne parle même pas de ce que font les business angels, qui est vraiment la partie peut-être la plus exposée, mais la plus dynamique des placements. Mais sans aller jusque-là, les Français ont quand même une culture assez prudente sur leurs placements et dans des périodes d'incertitude actuelles, préfèrent encore les livrets, les comptes à vue, les comptes à terme ou l'assurance vie, mais on en reparlera tout à l'heure, sur des placements en fonds général qui sont des placements de taux, en fait. Alors, les perspectives pour les mois et les années qui viennent ? Les perspectives, on s'attend encore à un taux d'épargne qui reste soutenu. Les grands sujets qu'ont les Français devant eux, et ça reste, même si ça a baissé, il y avait quand même le sujet du chômage, qui est moins une préoccupation majeure, mais qui reste une préoccupation forte. Il y a la préoccupation des retraites. Qui reste et qui va devenir croissante. Donc tous les produits de préparation de retraite, alors l'assurance vie, les péris, etc., c'est de l'épargne. Donc ça reste un des moteurs très forts. Et puis il y a aussi le sujet des transmissions et des successions qui jouent. Et un dernier levier dont on ne parle pas souvent, mais qui est très important, le vieillissement de la population, fait qu'en fait, on a de plus en plus d'épargne, puisque les personnes les plus âgées épargnent, les retraités épargnent, en moyenne. Donc, plus la population vieillit, plus l'épargne se concentre sur une tranche de personnes plus âgées, les patrimoines tournent moins vite, et donc le sujet de la transmission est aussi extrêmement important. Bon, je retiens notamment que les Français continuent à épargner beaucoup, quasiment les champions d'Europe, plus de 18%, vous nous disiez, oui, contre 15%, je crois, de la moyenne européenne, exactement, en s'orientant particulièrement vers les dépôts à vue. Les choses prudentes. Voilà, on est prudent. Les assurances vie, ça tombe bien. On va en reparler dans quelques instants avec la question de l'internaute. Grenoble Angels fête ses 20 ans et peut fièrement afficher un palmarès riche de près de 200 entreprises financées ou refinancées et plus de 20 millions d'euros investis par ses membres grenoblois. Un partenaire essentiel dans le développement des startups, les Business Angels apportent non seulement des fonds, mais aussi une expertise opérationnelle et un réseau déterminant. On en parle avec 2 invités, Philippe Raz, le président de Grenoble Angels, et Nicolas Saumin, qui dirige Astris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir. Reparler un petit peu de ces fameux Grenoble Angels. Juste avant, pour présenter Astris, une start-up deep tech, comme on dit quand on est branché, qui vient de boucler une levée de fonds importante, à 1,7 million d'euros, avec l'appui des Grenoble Angels. Vous nous raconterez ça juste en quelques mots. Que fait Astris ? Astris a développé une solution de maintenance prédictive. Notre métier, c'est de détecter les défauts sur les machines industrielles critiques avant la panne pour permettre à l'exploitant, l'industriel, d'éviter cette panne.
innovation grenobloise. On va en parler dans un instant. Avant cela, présentation des Grenoble Angels avec vous, Philippe. Une des toutes premières associations de business angels créées dans la région, hein, c'était donc il y a 20 ans, qui rassemble des investisseurs. Tout à fait. Donc Grenoble Angels a été créé en 2005. Nous fêtons les 20 ans de Grenoble Angels. C'était la première association créée en dehors de l'Île-de-France. Donc aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a une dizaine. Et Grenoble Angels fait partie de la fédération France Angels. Dont vous êtes le président d'ailleurs. Je suis président depuis 4-5 mois de France Angels, qui est une fédération qui rassemble 54 associations comme Grenoble Angels partout dans les territoires en France et qui a investi 100 millions l'année passée au capital de 445 startups de la French Tech. Alors on va voir qui sont ces investisseurs. Juste avant, j'insistais sur ce rôle d'amorçage, au démarrage des startups. C'est précisément là que vous vous intéressez à ces nouvelles entreprises. Oui, comme vous l'avez très bien dit, en fait, nous apportons du capital, des connexions et des compétences. Et ça se fait au moment de l'amorçage, c'est-à-dire au moment où vraiment une association comme la nôtre permet de faire la rencontre de gens qui cherchent ces 3C et de gens qui le proposent. Donc chez nous, nous allons avoir des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs qui ont vendu leur société et qui vont être encouragés à accompagner des jeunes parce qu'ils auront envie de le faire, on va dire dans un circuit court sur leur territoire, et ils vont le faire pas par souci de retour sur investissement uniquement, mais aussi parce qu'ils l'ont vécu et ils vont vouloir le faire avec bienveillance comme nous l'avons fait récemment avec Astris. Alors on va revenir sur ces 3C parce que vous nous parlez des 3C, mais il faut expliquer les 3C, donc compétences, contact, capital, c'est ça ? Exactement. Bon, quelques chiffres bilan depuis 2005. Je le disais, plus de 200 entreprises financées ou refinancées, mais de très nombreuses sollicitations. Ah, tout à fait. En fait, 144 opérations, enfin 144 sociétés financées, 200 fois, différentes fois, puisqu'on va investir au capital, mais dans l'année qui suit, il pourrait y avoir un besoin de réinvestissement, comme vous le dites bien. Donc, on l'a fait pour arriver à, par exemple, l'année passée, faire 18 investissements auprès de 17 startups du bassin grenoblois et Grenoble-Alpes Métropole. Eh bien, on a eu 145 demandes. Et on en a analysé à peu près, au travers de nos membres bénévoles, une cinquantaine. Ensuite, on les invite à présenter leur dossier en 5 minutes et 5 minutes de questions-réponses, accompagnés de nos partenaires comme le CERA, par exemple. Et on le fait en présence de tout un écosystème bienveillant servant à l'innovation. Et la chance qu'on a sur ce territoire-là, c'est qu'il est extrêmement dense, très rapide. Et donc, on est dans une belle année aussi pour 2025, comme l'avait été 2024. Mais 18 investissements, plus de 150 reçus pour 51 analysés. Donc c'est toute une mécanique et une façon de faire. On voyait quelques images, là vous parliez de l'écosystème, c'est amusant parce qu'on voit quelques images des 20 ans, la fête des 20 ans que vous venez d'organiser. 20 ans, c'est 20 millions d'euros investis par les Grenoble Angels, qu'on se rende bien compte de la masse. Et de l'effet levier d'ailleurs. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. On va arriver l'année prochaine près de plus de 22 millions, on va dire. Sur 20 ans, c'est un peu plus d'1 million en moyenne. Quand nous, Grenoble Angels, on apporte 1 million au capital, eh bien, il va y avoir de notre fédération 3 millions en dilutif d'autres clubs de business angels de la fédération, de Paris, de Savoie ou autres, nos amis, qui vont venir au capital. Ensuite, la BPI, qui fait partie de cet écosystème, va apporter en quasi-fonds propres ou en fonds propres, ça fait 6 millions. Et l'année passée, statistiquement, viennent ensuite à peu près 5,4 millions en effet de levier non dilutif de partenaires bancaires comme la CERA. Donc, sur un petit million investi en amorçage par des personnes physiques qui le font parce qu'ils aiment faire ça et qu'ils souhaitent rendre au territoire, on apporte au territoire Grenoble-Alpes Métropole à peu près 11 millions l'année passée. C'est important, et c'est important aussi du coup d'évoquer l'ensemble du réseau des business angels en France, puisque effectivement toutes ces associations locales peuvent travailler ensemble. Alors tout à fait, parce qu'aujourd'hui, les grandes tendances en France ou en Europe, c'est la digitalisation et la mutualisation de nos apports. Pas uniquement dans le financement, mais aujourd'hui, on peut, de manière digitale, en étant dans le tram, être business angels en 2 minutes et dire je ne donne pas 5 000, mais plutôt 10 000 euros. Et directement, dans les systèmes d'information, c'est tenu en compte. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 20 ans, tout ça a été créé et c'était local tout local. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Toutes nos opérations sont multi-cofinancées. Pas uniquement au sein de la fédération, mais aussi avec des structures plus grandes, des banques, des fonds d'investissement. On dit souvent, si pour un entrepreneur comme la French Tech vient de faire, la grande ascension, c'est de monter très haut avec son entreprise. Nous sommes les Sherpas qui accompagnons cette entreprise parce que nous l'avons déjà fait. On ne se souvient pas de nous, mais on accompagne le start-upper sur les premiers lacets jusqu'au camp de base. Et le camp de base, d'autres vont plus grands prendre le relais.
Donc ça, c'est ce que nous faisons et nous aimons le faire. C'est pour ça qu'on le fait tous avec cette envie, cette force et l'envie de recommencer aussi. Bon, c'est une image qui parle bien aux montagnards que nous sommes. Bien sûr. Dans l'accompagnement, il y a bien sûr le sujet capital et l'effet de levier, le 1 qui fait 12, pour faire simple. Mais il y a le 3e C, parce qu'un créateur de start-up, de temps en temps, il a une idée, mais il n'est pas forcément pertinent en RH, en marketing, je sais pas quoi. Et d'avoir aussi un écosystème de dirigeants d'entreprise ou d'anciens dirigeants d'entreprise qui peuvent accompagner sur l'ensemble, je pense que c'est aussi... Enfin, on le constate, c'est aussi une des clés du succès. Donc, bien sûr, il faut du capital, il faut qu'il y ait une idée, mais il faut qu'il y ait des contacts, il faut qu'il y ait des compétences. Et une start-up, quelquefois, ça commence avec 3 personnes. Donc, on ne peut pas avoir toutes les compétences. Et c'est aussi un des apports de ces réseaux. C'est le plus grand des apports. On dit souvent que s'il y a un des 3 C qui peut être le plus petit, c'est celui du capital, parce que nous avons des partenaires qui sont les partenaires bancaires qui vont pouvoir, et nous en avons 6, qui vont pouvoir abonder à nos analyses, rien qu'à Grenoble, auprès de nos 130 business angels, dans notre bilan comptable de l'association qui a été reconnue d'intérêt général l'année passée par la préfecture et la DGFiP, nous avons 10 000 heures de bénévolat d'analyse de dossiers. Ce qui fait que nous dérisquons la dette pour les banques. Et c'est pour ça que chacune des banques d'innovation souhaite travailler avec nous. Bon, du coup, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur le portrait type de ces fameux anges du business. Alors, on va dire qu'il y en a 3. Des cadres de grands groupes qui eux-mêmes ont une expertise technique ou commerciale, hommes ou femmes, des entrepreneurs en action, ou des entrepreneurs qui ont cédé leur société, qui vont avoir des intérêts fiscaux ou pas, à aller accompagner et qui vont avoir envie de rendre ce qu'eux ont eu comme chemin dans leur grande ascension à eux. Donc 3 profils. Sur les 3 dernières années, depuis que je suis président, on est passé de 66 membres à 130 membres et on a diminué la moyenne d'âge de 16 ans. Et on était 2 Belges, 2 femmes. Aujourd'hui, on est toujours 2 Belges et près de 30 femmes. Il faut la parité, là. Bon, on plaisante, évidemment. Après, il y a une question, on verra tout à l'heure avec Nicolas, mais comment est-ce qu'on évalue les dossiers? Parce que vous recevez une centaine de dossiers tous les ans. Bon, voilà, comment est-ce qu'on les évalue? Comment est-ce qu'on les challenge? On parlait des 3 C, et pourquoi on le fait? Parce qu'on a envie de rendre et d'aider. En fait, il y a aussi 3 critères importants lorsqu'on évalue un dossier. C'est 1, l'équipe, 2, l'équipe, 3, l'équipe. Parce que souvent, et en même temps, si vous avez 130 business angels, il y a 130 thèses d'investissement. Chacun a sa propre grille d'analyse. Donc l'équipe est primordiale. Ensuite, la croyance que l'on a, nous, soi-même, sur quel est le potentiel de scalabilité, de croissance, de potentiel de diversification et de fait en sorte que plus tard, il nous sera rendu quelque chose pour pouvoir recommencer à nouveau en circuit court. Donc, c'est beaucoup de ressentis, c'est beaucoup d'interpersonnel. Et c'est ça qui fait que ce sont des contacts humains avant même d'être de l'argent, en fait, parce que nous n'en avons pas nécessairement beaucoup. Aujourd'hui, tout le monde peut être business angels. Nous avons un membre de 26 ans ou une membre de 82 ans. Alors, illustration concrète, on va voir comment ça se passe dans les coulisses. Avec Astris, qui vient donc de lever 1 700 000 € pour accélérer son développement. Une start-up, Nicolas, vous le disiez, spécialisée dans la détection de défauts mécaniques dans les machines tournantes. On va essayer de rendre les choses un peu grand public. Qu'est-ce que c'est une machine tournante déjà? Alors une machine tournante, elle peut être moteur, en générateur. En fait, c'est simplement, nous on est très présent aujourd'hui par exemple dans les éoliennes. Donc ça peut être une turbine, une éolienne? Une turbine, l'élément tourne, vibre, et c'est cette vibration que l'on analyse. On utilise des méthodes en traitement du signal qui sont connues depuis 10-20 ans dans l'industrie. Sauf qu'aujourd'hui, on est allé plus loin, on a automatisé cette méthodologie et on est allé jusqu'à l'interprétation, puisqu'on observe un phénomène physique, on l'interprète, on est sur une science déterministe, et l'interprétation nous permet donc de détecter un défaut et de venir le caractériser, est-ce qu'on est sur une fissure, une déformation sur telle pièce. Donc on réussit, que je comprenne bien, à détecter une panne avant qu'elle se produise on détecte l'apparition du défaut. Voilà, c'est ça. Et on suit l'évolution de ce défaut, normalement pour permettre à l'industriel d'intervenir avant la panne et donc d'éviter cette panne. Donc on le fait grâce à une technologie qui est issue de laboratoires, le Gypsalab à Grenoble et l'IRIT à Toulouse, qui sont des laboratoires CNRS et puis également Grenoble INP, UGA. Et cette technologie, elle était sortie des laboratoires, maturée et incubée au sein de la SAT, grenobloise Linxium, la société d'accélération de transfert de technologie. Et c'est ce qui a permis d'amener la technologie à un niveau où on a pu créer une société et la développer. Voilà.
Donc je comprends bien que votre solution innovante, c'est d'avoir allié l'intelligence artificielle et le traitement d'un signal émis par un défaut. Voilà, on observe un phénomène physique, la signature fréquentielle du signal va changer quand la propriété physique va changer. C'est ce qu'on vient observer et interpréter. Bon, c'est toujours passionnant de plonger, de regarder un peu sous le capot, même si c'est un peu technique. Quel type de client? Alors, on imagine évidemment dans la métallurgie, mais dans l'énergie. C'est très varié. Alors, nous, on est très présent aujourd'hui dans l'énergie pour des raisons historiques, donc l'éolien, l'hydroélectricité, mais également dans des secteurs assez variés, la papeterie, sur des locomotives également. On est présent également dans de la chimie, donc c'est très varié. Les machines tournantes, c'est 80-90% des machines industrielles, une pompe, un moteur. Donc, on est une technologie qui s'applique dans des cas d'usage extrêmement variés. Donc là, on est au tout début, puisque la société a été créée en 2022-2023, c'est ça? Exactement, en 2022. Donc la technologie a un historique important, plus de 20 ans, et pourtant la société est toute jeune. Pour autant, on travaille déjà avec des grands groupes. On peut citer Total Energy dans l'éolien, EDF dans l'hydroélectricité, et bien d'autres. Donc le logiciel, c'est Astrion, c'est ça? Tout à fait. Astrion. Et parlez-nous un peu du coup de cette levée de fonds. 1,7 million, pour faire quoi? Quel était l'objectif et comment vous y êtes pris? Alors la société a développé la première version de son produit jusqu'à une version industrialisable qu'on a testée auprès d'un certain nombre de clients industriels qui ont validé cette première version. Et on est arrivé à une étape où on avait besoin d'un investissement pour pouvoir passer à l'échelle, développer largement et déployer la solution. Donc c'est là où on a commencé à ouvrir le capital, donc à rechercher des fonds. On s'est adressé évidemment à des acteurs en local, donc les Grenoble Angels, puisque la société est présente sur 2 territoires, la Savoie et l'Isère. Et donc Grenoble Angels a instruit, a été leader dans cette instruction, mais a été rejoint également par notamment Samba, qui est son homologue en Savoie et Haute-Savoie, une association qui est régionale, qui est AMBA, qui sont plutôt des anciens des arts et métiers, et également des investisseurs parisiens, et je peux citer Investissor, puisqu'ils font partie de France Angels, et c'est là la force aussi de la fédération. On a également eu un fonds local qui s'appelle C2AD, un Crédit Agricole Alpes Développement. Et cette partie qu'on appelle dilutive, qui est un investissement en capital dans la société. Voilà, ça c'était pour une augmentation de capital. Exactement. Et donc on a une levée de fonds qui ajoute une partie non dilutive, qui est en dette et en obligation. Et là on a la chance à Grenoble d'avoir un écosystème qui est extrêmement engagé et dynamique, notamment auprès des partenaires bancaires, la BPI France également. Et donc, on a été soutenu par le Crédit Agricole, la BNP et BPI France dans cette levée de fonds qui a permis de passer de 700 000 à 1,7 million. J'ai bien compris. Bon, alors là, ce qui va nous intéresser, c'est comment vous vous y êtes pris pour les convaincre. Alors, je rejoins ce qu'a dit Philippe, c'est d'abord beaucoup d'humains, puisque quand on est porteur, dirigeant d'une société, déjà on n'est pas tout seul, on a une équipe, donc c'est l'équipe de direction, c'est l'équipe également opérationnelle avec les salariés qui vient présenter le dossier, même si en tant que dirigeant on est plus présent. Vous êtes combien? Parce que depuis 2022, vous ne devez pas non plus... Aujourd'hui on est 11, oui. Donc on est déjà une petite équipe, bien sûr, qui reste à taille humaine, donc on rencontre un certain nombre de personnes. Donc dans un premier temps, il y a une prise de contact, on fait un dossier, on explique ce qu'on fait, il y a une marque d'intérêt des business angels. À ce moment-là, on vient pitcher une première fois. S'il y a eu des accroches pendant cet échange et également après, une équipe d'instruction est constituée. Donc en général, on a 2 à 3 personnes. Dans notre cas, on avait 3 personnes. Et donc ces 3 personnes ont bénévolement, c'est là où il y a une action, un engagement extrêmement fort des business angels qui va durer une vingtaine d'heures en tout, quand on met tout bout à bout. Et donc ces 20 heures sont investies par chacun des membres de l'équipe d'instruction qui amène à un avis global sur le dossier. Donc à chaque fois, on vient aborder un aspect qui peut être financier, qui peut être technologique, qui peut être marché, etc. Comment est-ce qu'on le vit? Parce que ça ressemble vraiment à un grand oral, quand même. Alors c'est un grand oral, mais en même temps, une société, c'est un bateau, et on fait de la place et on propose à des investisseurs de rentrer. Une fois qu'ils sont dedans, ils sont dedans. Donc, et on va aller affronter la tempête du marché. Alors on a vu la montagne, maintenant on a vu la mer. Donc c'est un engagement, puisque c'est un engagement financier. On doit baliser un petit peu. On joue quand même l'amorçage de l'entreprise. Combien de temps ça a pris? Alors, c'est une opération qui, sur l'ensemble du processus, nous a pris une dizaine de mois. Donc ça s'anticipe. Voilà, c'est ça.
Ça se prépare, ça se mature, il faut regarder le marché, il faut regarder les opportunités, et puis il faut tout coordonner, c'est-à-dire la partie capital, la partie dette, obligation, et quand tout le monde est d'accord, c'est là que l'opération se déclenche. Donc c'est une coordination qui est assez importante. Dans notre cas, en individuel, il y a environ 35 business angels, un fonds d'investissement, 2 banques, BPI France, donc il faut mettre tout le monde d'accord autour de la table pour déclencher l'opération. Bon, objectif, atteindre l'équilibre financier en 2029, hein, c'est ça, et les 6 à 7 millions d'euros d'ici 2030 ? Alors, le 2028, on sera à l'équilibre financier. 2030, 6 à 7 millions d'euros, c'est la cible aujourd'hui. Bon. C'est bien raconté d'abord, mais je crois que c'est aussi important pour les gens qui pourraient avoir les mêmes idées. Vous l'avez dit, il faut coordonner. Alors là, en l'occurrence, une quarantaine de personnes ou d'entités. Ça veut dire que ça ne se fait pas en 5 minutes et qu'il faut aussi, de temps en temps, on a des dossiers qui arrivent avec des gens qui sont dans des besoins urgents, qui ont la trésorerie à zéro, et c'est presque trop tard. Donc il y a un sujet d'anticipation assez fort, et quelquefois, il y a des start-upers qui n'ont pas forcément la vision financière, l'anticipation. Et on a malheureusement des dossiers qui capotent un peu parce qu'on a le couteau sous la gorge. Et je crois que le travail que vous avez fait d'anticipation, enfin, vous le citiez 10 mois. Et c'est pas, je pense pas que votre dossier était particulièrement long par rapport à d'autres. C'est une version courte, effectivement. Ouais, c'est une version courte ou normale, quoi. Donc, il faut l'anticiper. Philippe, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet Astris précisément ? Alors à titre personnel, je peux vous le dire, et à titre de l'association, comme je disais tout à l'heure, chacun a sa propre thèse d'investissement. Chez nous, il y a quelqu'un qui a fait l'instruction, quelqu'un qui travaillait chez EDF, qui comprenait exactement le use case, qui est un ingénieur, donc ça aidait. Dans mon cas personnel, j'ai été séduit par 3 éléments. L'équipe, comme je l'ai dit, parce que monsieur a déjà eu une société avant, il a été au travers des difficultés, il sait ce que c'est, et donc j'ai ressenti ça quand il est venu la présenter. Deuxièmement, le use case, parce que moi-même, j'ai travaillé dans l'Internet des objets, dans l'industrie pétrolière. Et donc, dans le passé, je comprends ces problématiques de vibration sur les pompes ou autres, sur des plateformes de forage en mer, par exemple. Et le troisième élément, mais ça, je ne l'avais pas dit. Et le troisième élément, en fait, c'est la façon dont il nous a approchés. Avec cette compréhension de ce que vous disiez très bien, François, le besoin d'anticiper, de rassurer, de convaincre et d'être humain face à l'humain. Ça, c'était primordial parce que, voilà. Et donc, pour simplifier ces relations, on a mis 35 business angels dans un holding et une personne qui a les compétences est présidente bénévole. Et maintenant, il a quelqu'un qui va l'accompagner dans le temps, après, pour l'aider aussi sur les compétences et les connexions, une fois que l'argent. Parce que la levée de fonds n'est qu'une étape dans le reste de la vie de la société. Ce n'est pas un objectif en soi. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Mais ça permet effectivement de commencer. Ça permet d'aller à l'étape suivante, tout à fait, mais c'est un financement, il y a eu un projet derrière, et après il faut tenir ce projet, il faut l'exécuter, et donc c'est pour ça que c'est le moment où tout commence. Merci en tout cas Philippe Nicolas d'être venu sur notre plateau pour nous présenter cette aventure Astris et puis ces Grenoble Angels qui accompagnent les porteurs de projets innovants à fort potentiel de développement, on l'a bien compris. Pour en savoir plus, bien sûr, il y a un site internet grenoble-angels.com. Merci. Succès d'Artisans, une initiative d'Isère Attractivité en partenariat avec la Chambre de métier et de l'artisanat pour mettre en lumière les entreprises artisanales. Elles partagent toute une certaine vision du travail, centrée sur l'humain, sur le savoir-faire, sur la qualité et sur l'ancrage territorial. Alpes Décideurs relaie cette saison, cette initiative. Et aujourd'hui, escale dans le Grésivaudan, au Touvet, chez Apex Agencement. C'est une menuiserie qui est spécialisée dans les aménagements intérieurs sur mesure. Et vous allez voir qu'avec l'appui du numérique et des investissements dans des équipements très techniques, des équipements de pointe, eh bien l'entreprise est en pleine croissance avec une dizaine de collaborateurs. Mais avant cela, toute l'histoire est partie d'une rencontre entre 2 associés. Reportage. C'est un conseil qu'on m'avait donné et aujourd'hui, je pense que c'est un conseil qui est très très bon. C'est quand on sent qu'il y a quelque chose qui résonne en soi, il faut y aller. Et après, on trouve toujours les solutions. J'avais toujours un peu au fond de moi cette envie de créer une entreprise. Et puis, on s'est rencontrés. Et puis, dès le premier jour, on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose ensemble. Et donc, 1 an et demi plus tard, à peu près, on a créé Apex Agencement. Et puis, voilà, l'aventure a commencé. On est des menuisiers fabricants avant tout. On partage effectivement les mêmes envies de création.
On intègre en interne toutes les étapes de la conception à la fabrication. On aime bien maîtriser de la conception jusqu'à vraiment le projet finalisé chez les clients. L'accompagnement client, je trouve qu'il est très important. On est vraiment attiré par la technique. Donc moi, d'un point de vue informatique, avec la mise en place de la réalité virtuelle. Et puis Charles, avec la mise en place de machines innovantes et de dernières technologies. On conçoit en collaboration avec des architectes d'intérieur des ouvrages sur mesure. On les fabrique ensuite et on les pose avec notre équipe qui est une équipe hybride qui fait et de la fabrication et de la pose sans sous-traitance. On fabrique tout dans les ateliers, c'est tout pré-monté. On va poser beaucoup plus rapidement puisque tout est pré-monté. Quand c'est monté ici, c'est vraiment un gage de qualité pour nous. C'est une région qui est dynamique, on a de la chance. Toute la vallée du Grésivaudan où on est, c'est vrai que ça bouge. Ce qui est passionnant, c'est qu'on fait plaisir à nos clients, c'est-à-dire que quand on va réaliser des agencements et que le chantier est terminé, on a toujours un client satisfait à la fin. Et grâce à l'aide de casques de réalité virtuelle, vous l'avez vu, le client peut s'immerger dans les plans 3D de ses futurs aménagements. C'est une belle prouesse pour cette entreprise artisanale qui, en 2023, juste 4 ans après sa création, a investi dans ces tout nouveaux locaux, 750 mètres carrés de bâtiments aux dernières normes environnementales. Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Et nous revenons sur une question liée à l'épargne. On en parlait tout à l'heure, plus particulièrement à l'assurance vie, qui est souvent décrite comme le placement préféré des Français, le placement star. Et Julie veut savoir ce que sont l'assurance vie, les fonds euros et les unités de compte, François. Alors, on va commencer par l'assurance vie, parce que l'assurance vie, c'est la coquille, et puis dans la coquille, on mettra tout à l'heure des fonds euros aux unités de compte. Pourquoi ça s'appelle assurance vie? Parce que c'est un placement avec une forme juridique un peu particulière. Le souscripteur, finalement, c'est un assuré qui paye des primes d'assurance. L'épargne, juridiquement, c'est des primes d'assurance. Et ces primes d'assurance, elles seront versées à l'issue du contrat à un bénéficiaire. Ce bénéficiaire peut être l'assuré lui-même, c'est le bénéficiaire en cas de vie, mais ça peut être un tiers. Alors classiquement, si on ne dit rien d'autre, c'est le conjoint à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers, mais ça peut être un peu qui on veut. Donc c'est un contrat d'assurance vie, et pour qu'un contrat soit une assurance, il faut qu'il y ait un aléa. Et l'aléa, en l'occurrence, c'est la durée du contrat, puisque si vous êtes assuré en cas de décès, il y a toujours un aléa, encore une fois, et même en cas de vie, vous pouvez décider d'arrêter quand vous voulez. Après, il y a des questions fiscales qui font que vous avez intérêt à tenir 8 ans, voire un peu plus. Mais c'est ce contrat global d'assurance vie, c'est cette enveloppe. Alors après, dans l'enveloppe d'assurance vie, dans ce cadre fiscal de l'assurance vie réglementaire, l'assuré, donc le souscripteur, l'épargnant, peut mettre ce qu'il veut. En gros, il y a deux très grandes familles. Il y a ce qu'on appelle le fonds général. Donc le fonds général, c'est un placement qui est garanti en capital. Donc à tout moment, l'épargnant, s'il décide de sortir ou s'il décède, il touchera ce qu'il a mis et plus les intérêts capitalisés. Alors moins les droits d'entrée éventuellement. Alors s'il décède au bout de 15 jours, il n'aura pas couvert le droit d'entrée. Mais enfin, c'est quand même, souhaitons à nos épargnants que ce ne soit pas le cas le plus général. Et donc là, l'assureur qui gère son portefeuille investit dans des obligations d'État, notamment des obligations d'entreprise très bien notées ou des bons du trésor, des choses extrêmement sûres, ce qui permet de garantir à tout moment à l'assuré à la fois son capital et la liquidité. Et donc il peut sortir quand il veut. Voilà, ça c'est le premier sujet. C'est une des grandes sources de financement du déficit public, puisque les assureurs achètent des obligations d'État, et donc en ce moment, il y en a un petit peu besoin. Et puis, il y a le deuxième sujet qui est les unités de compte. Donc, les unités de compte, là, c'est des placements que l'assuré choisit, qui sont beaucoup plus exposés. Donc, ça peut être des parts de SCPI dans de l'immobilier, ça peut être des actions. Un portefeuille d'actions peut avoir une unité de compte, par exemple, investie sur le CAC 40, sur le SBF, sur l'Eurostoxx, sur ce qu'on veut. Ça peut être des obligations. Donc là, c'est plus volatile. Et le rendement, il dépendra de l'évolution du sous-jacent. Donc si vous avez une unité de compte action française, je ne sais pas quoi, sur le SBF 500, en fonction de l'évolution du SBF 500, vous allez sortir avec une grosse plus-value ou une moins-value. Mais ça, c'est un risque qui doit être assumé par l'assuré avec les conseils de son conseiller. C'est le choix qu'il a fait à la signature. Et c'est le choix. Donc, pour faire très simple, il y a vraiment le fonds général avec un rendement qui est en général sur la durée moindre, mais qui est sûr et qui est garanti. Et puis les unités de compte
qui dépendent du choix de l'assuré. On peut mettre beaucoup de choses dans les unités de compte. On ne peut pas en acheter d'ailleurs dans un contrat. Il y a souvent une part de fonds général, des unités de compte en actions, en obligations ou en immobilier ou sur de l'or, pourquoi pas, ou sur d'autres supports. Voilà comment ça fonctionne. Donc assurance vie, c'est l'enveloppe. Fonds général, unité de compte, c'est le contenu. Parfait, c'est parfaitement clair. Julie a la réponse à sa question. Merci beaucoup François. Si vous aussi vous voulez interroger François Codet, n'hésitez pas, écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Plus de 1500 voitures vendues chaque année chez BMW Mini à Mélan. La concession automobile a été reprise par le groupe Potric et s'affirme comme un des leaders sur le marché premium en équilibrant ses ventes de véhicules neufs et d'occasion, en développant les services, notamment dans son atelier, mais surtout en adaptant son offre avec l'essor des moteurs électriques ou hybrides. On en parle avec sa directrice générale, Fanny Senzerg. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va, encore une fois, découvrir un univers, le vôtre, celui de cette concession automobile, une concession qu'on connaissait jadis sous le nom de BMW Royal SA, qui a été rachetée, une concession historique qui fête ses 40 ans, je crois. Alors exactement, c'est une concession créée en 1986 par Thierry Ballas, qui a été rachetée en 2017 par le groupe Potric, une concession historique parce qu'effectivement la famille Ballas était bien connue du bassin grenoblois avec des valeurs familiales, et il se trouve donc que ce groupe Potric, qui est aujourd'hui le premier distributeur BMW et Mini en France, est également un groupe familial basé à Nantes et qui a une quarantaine d'années, bientôt 50 ans. Il a été créé en 1980 à Nantes. C'est un groupe qui a orienté sa stratégie sur les marques BMW et Mini, quasiment exclusivement. C'est un groupe qui développe également les marques Land Rover, Jaguar et Volvo entre l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, et qui, depuis quelques années, s'est internationalisé avec des concessions qui ont été rachetées en Belgique, voilà, depuis peu. Oui, il y a une vingtaine de concessions en France et 7 ou 8 concessions en Belgique. Exactement. Je crois, c'est ça, Au total, le groupe possède 29 sites entre la France et la Belgique. Donc 1005 collaborateurs pour être précis. Le groupe target le milliard de chiffre d'affaires. Pour le moment, on est à 923 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, grâce à de la croissance externe, notamment entre 2023 et 2024. Donc sur 11 départements en France, 16 entités juridiques. Et c'est 22 000 véhicules vendus chaque année. Exactement. Entre véhicules neufs, où on target à peu près les 13 000 véhicules vendus en 2024 et 9 000 véhicules d'occasion en 2024 également. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, vous m'en avez parlé en préparant cette émission, c'est les entrées ateliers. Exactement. Pour nous, c'est un item et un KPI très important. Au niveau du groupe, on a fait en 2024 150 000 entrées ateliers et sur la concession de Grenoble, 10 500 entrées ateliers. C'est vraiment aujourd'hui un focus important pour nous, les services, parce que c'est l'avenir, parce qu'on sait que le marché véhicule neuf risque de se tasser. Avant le Covid, on était à 2,2 millions immatriculation de véhicules neufs en France. Et post-Covid, on est tombé l'an dernier à 1,7 million, 1,8 million. Donc voilà, il faut qu'on se réinvente, et notamment sur les activités de service. On va voir comment ce modèle économique se réinvente, comme vous le dites. Bon, donc une concession à Mélan, spécialisée dans les marques BMW, Mini, ce qu'on appelle des marques premium. Vous êtes la directrice générale depuis 2019 et vous m'avez dit, comme ça on va parler de la marque tout de suite, j'aurais pas pu servir une autre marque. Alors effectivement, je suis tombée dans le moteur à hélice toute petite. Avant d'arriver à Grenoble et de prendre la direction générale de Royal SA, qu'on a renommé cette année Potric, j'ai passé 15 ans chez le constructeur à différents postes, en audit interne, en marketing et au commerce. Et c'est vrai que du coup, j'ai vu l'évolution du groupe BMW, notamment en France, et notamment la vision du groupe. Je rappelle que le premier véhicule électrifié premium, il a été commercialisé par le groupe BMW avec l'i3, et c'était il y a 12 ans. Et il y a 15 ans, le groupe réfléchissait déjà à l'électrification du parc automobile et travaillait il y a plus de 15 ans sur la réduction des émissions de CO2 avec un programme qui s'appelait en 2008-2009 Efficient Dynamics. Donc vraiment, l'idée, c'était de travailler sur la conception et le design des véhicules
pour qu'on réduise d'ores et déjà les émissions de CO2. Et c'était avant les années de 2010. Et vous n'êtes pas là par hasard du coup, puisque le groupe Potrick est un des principaux revendeurs BMW en France. Exactement, c'est le premier distributeur en France. C'est un groupe qui a vraiment travaillé le partenariat avec le constructeur BMW, notamment en France et désormais également en Belgique. Donc c'est assez logiquement qu'on s'est rencontrés en 2019 pour prendre la direction de la concession à Mélan. Un groupe qui frise donc le milliard d'euros de chiffre d'affaires. On va s'intéresser, on va zoomer un peu maintenant sur votre concession, la concession de Mélan, qui réalise un chiffre d'affaires, je le disais, de 64 millions d'euros. Alors voilà, on réalise 64 millions en 2024. Globalement, ça se répartit, vous l'avez dit, 1500 véhicules commercialisés. On commercialise à peu près 700 véhicules neufs BMW, 200 Mini et 600 véhicules d'occasion. Tout ça pour une cinquantaine de collaborateurs. Une cinquantaine de collaborateurs. On est presque 60 sur le site entre les collaborateurs et les fournisseurs, les prestataires extérieurs. Je voudrais revenir en fait sur le métier entre guillemets de concessionnaire, parce que ce que je trouve pertinent, c'est que c'est un vrai écosystème. C'est pas la simple commercialisation de véhicules. Au-delà de effectivement commercialiser des véhicules neufs, des véhicules d'occasion, on commercialise également des pièces détachées et surtout on répare des voitures. Et autour de ces 4 pôles, donc véhicules neufs, occasion, pièces détachées et services, nous avons également des fonctions support, le marketing, la qualité, la comptabilité et toute la partie administrative. Vous avez raison de le dire, parce qu'on aime bien, quand on évoque une cinquantaine de collaborateurs, voir les différents métiers qu'il y a derrière, la richesse de ces métiers. Et je reviendrai sur la partie service. Aujourd'hui, l'intérêt pour un jeune, notamment en mécanique, d'intégrer une concession automobile, c'est qu'il va accéder à une formation dispensée par le constructeur au centre de formation qui se trouve à Tigerie. Il faut savoir qu'un technicien expert après-vente, c'est quasiment le niveau d'un ingénieur. On est passé de quelques centaines de codes dans les véhicules il y a une dizaine d'années à des millions de codes. Donc voilà, on a des garçons qui travaillent avec des ingénieurs de chez BMW. Et notamment cette année, on a réussi à avoir dans nos rangs un jeune qui a gagné le Challenge École BMW et qui a fait le choix de nous rejoindre pour son alternance. Et là, on est vraiment sur une formation d'élite parce que ces jeunes sont recrutés. Ils sont une vingtaine. C'est des promotions d'une vingtaine de garçons qui sont formés donc, entre nous et l'école et le centre de formation à Tigerie. Et à l'issue de ces 18 mois de formation, il sera technicien expert après-vente. Il a obtenu le Graal et potentiellement, après, il évoluera vers des métiers de management. C'est vraiment toute la richesse de nos métiers, c'est que on accompagne nos jeunes et on voit également dans certaines affaires que des garçons qui sont issus de l'après-vente vont évoluer vers des métiers de manager, tout d'abord dans les ateliers, dans les services, et pourquoi pas prendre des directions générales dans le groupe. On l'a déjà vu, notamment on a une success story à Crolles chez Jaguar Land Rover, et puis d'autres à Caen aussi. On a eu un directeur général qui était issu des métiers après-vente. Les clients, alors on va parler un petit peu du business model parce qu'on est aussi sur un secteur d'activité qui est en pleine évolution. Vous avez commencé à en parler. Historiquement, c'était un marché B2B, comme on dit, avec du coup des clients qui sont des grands comptes, des entreprises. Tout ça est en train d'évoluer. Oui, alors je reviens quand même sur la spécificité de Grenoble, parce que finalement, nos clients sont à l'image du tissu économique très dynamique du bassin grenoblois. Et on est un peu le village gaulois dans le panorama français. Oui. Aujourd'hui, les grands comptes représentent dans nos ventes 30 à 40% des véhicules neufs commercialisés sur notre concession. C'est hors norme. En fait, c'est des chiffres qu'on retrouve à Paris, à Lyon, mais pas sur d'autres villes de province, c'est vraiment hors norme. Donc voilà, ça c'est vraiment le reflet du dynamisme économique du bassin grenoblois. Cependant, on est dans un secteur qui a souffert de mutations en termes de fiscalité, de modification de notre finance, de décrets. Il faut savoir que sur les 2-3 dernières années,
on a eu des changements de fiscalité, des décrets à peu près tous les trimestres. Donc il a fallu être agile, il a fallu être souple, il a fallu rebondir. On a vraiment été aidé par le constructeur qui a proposé à chaque fois des modèles vraiment adaptés à ces enjeux, et notamment sur les émissions de CO2, sur l'électrification. Oui, la gamme s'adapte. Voilà, mais je tiens vraiment à le dire parce qu'aujourd'hui, on est un des rares constructeurs à proposer pour un même véhicule du 100% électrique, de l'hybride rechargeable, du thermique, diesel ou essence. Et les autres ne peuvent pas en dire autant. Donc voilà. On pense à l'X3, soyons. Et notamment le X3. On va être un peu technique. Et on va en parler. Voilà, et notamment le X3, qui était déjà déployé sous toutes ces motorisations. En fait, l'ADN de BMW, c'est pas de dire bon, on va électrifier le parc, parce qu'effectivement, il y a l'enjeu de 2035, même si il y a du lobby pour repousser un peu, pour le repousser. Normalement, on l'a en tête. L'idée, c'est de se dire, nous, ce qu'on vend, c'est des solutions de mobilité premium, et on s'adapte à chaque client. On ne va pas pousser un véhicule électrique si ce n'est pas l'utilisation du client. Et je reviens sur le iX3. Donc le X3 était déjà décliné en 100% électrique, mais là, on sort une nouvelle plateforme d'électrification de nos véhicules en Hongrie. C'est la plateforme Neue Klasse. Et là, on entre vraiment dans une ère, ce n'est pas une évolution, c'est une révolution chez BMW. Cette Neue Klasse, elle fait référence à ce qui s'est passé pour BMW dans les années 60. On a sorti la 1500 Neue Klasse à un moment dans les années 60 où BMW était en difficulté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les prémices de la série 5, un véhicule qui avait une tête un peu de requin. Et donc en fait, on ne se rappelle pas très bien des années 60. Ouais, mais presque, bon, après c'est pas encore. Pardon. Après, c'est des voitures qui ont été vraiment collector et qui sont aujourd'hui sur le marché des véhicules vintage très cotés. Collection, ouais. Et donc, voilà, donc la même révolution que dans les années 60. À son histoire. Cette plateforme, elle vient d'être lancée. On commercialise le nouveau iX3. Alors, on prend, voilà, il est commercialisé en commande et il sera livrable à partir de mars. Et je parle d'une révolution parce que c'est quasiment une quarantaine de véhicules qui vont être commercialisés sur cette plateforme jusqu'en 2027. Bon, là, la révolution, c'est de réussir à faire des véhicules électriques, ça, ok, mais à faire en sorte d'avoir des batteries qui tiennent un petit peu dans la distance et puis surtout qui soient facilement rechargeables. C'est un peu le défi. Exactement. On est sur la 6e génération de batteries, c'est Gen 6, donc, qui sont effectivement pluguées, je reviens sur cette plateforme. Aujourd'hui, l'enjeu, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne les connais pas aussi bien que peut-être notre invité précédent qui avait un côté plus technique que moi. On travaille sur des cellules cylindriques dans nos batteries. L'idée étant d'augmenter l'autonomie de 30%. Et de réduire de 30% le temps de recharge. C'est un peu comme votre iPhone. Vous n'avez pas envie que votre iPhone il soit autonome pendant plusieurs mois. Ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est vraiment, quand vous allez sur un superchargeur, de pouvoir se recharger le plus rapidement possible. Donc le X3, aujourd'hui, il développe 805 km d'autonomie, mais surtout, et pour moi c'est ça le plus important, c'est qu'en 10 minutes sur un superchargeur, on va recharger 370 km. Bon. Et c'est vraiment l'enjeu dans le futur au niveau de l'électrification, c'est le temps de recharge. Oui, avec aussi un petit peu la technologie embarquée qui nous aide à la technologie embarquée, l'IA, l'head-up display, donc c'est l'affichage tête haute. Aujourd'hui, hier, il était centré sur le conducteur. Demain, et notamment dans le nouveau iX3, il est sur toute la largeur du pare-brise, intégré, et c'est vraiment intuitif. Il y a aussi un reportage qui est passé, alors je vais faire de la pub à une chaîne concurrente, enfin moins locale, qui est M6. On est arrivé, aujourd'hui en France, on est sur l'autonomie numéro 3, étant sur une échelle de 5. Le 5e niveau étant qu'on se retourne, on est dos à la route et la voiture roule toute seule. Le niveau 3, et c'est la première fois dans l'histoire de l'automobile qu'on va l'avoir en France, c'est avec le iX3. Aujourd'hui, on peut rouler, on lâche les mains et de temps en temps, on fait savoir à son véhicule qu'on est là. Le X3, on va pouvoir tourner la tête à gauche, à droite. Le véhicule va regarder si c'est possible de se décaler sur la file de gauche ou la file de droite, mettra le clignotant
et en fait va capter vos émotions, votre regard et où vous voulez aller. Voilà. Et ça va vraiment être le premier véhicule commercialisé en France à pouvoir le faire. Des vrais vaisseaux spatiaux sur route, quoi. Hein. Oui, puis on va prendre l'habitude parce que je pense qu'au début, ça doit faire bizarre quand même. J'imagine. Mais c'est un coup à prendre sûrement. Après, voilà, c'est comme le parking, l'aide au parking. Fanny, on ne peut pas conclure sans parler quand même, en particulier dans ce secteur d'activité, de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Exactement. Alors, bon, c'est un thème très important et qui est cher au groupe BMW. Et c'est également cher au groupe Potric. C'est vrai qu'on va sur la partie environnementale, notamment sur des contrats EDF à énergie renouvelable, sur le déploiement de la DGTB en avance de phase par rapport à la réglementation, et puis sociétal, en féminisant effectivement le métier. Et évidemment, étant une femme, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui, puis vous avez parlé de la transmission et de la formation. Exactement. Voilà, ce que je voudrais finir sur les collaborateurs qui œuvrent tous les jours dans l'entreprise. Hein. On en a parlé, la cinquantaine de collaborateurs, les hommes et les femmes qui constituent BMW Mini Potric, parce que voilà, clairement, sans eux, on ne serait rien. Nos clients ont besoin d'eux et on a besoin d'eux au quotidien. Et on peut les rencontrer à Mélan, évidemment. Exactement. Mais c'est marché super évolutif. Pleine évolution. Aussi, comme vous parliez des réglementations fiscales qui changent tout le temps. Enfin, la dernière sur les voitures de fonction, par exemple, sur les avantages en nature, sur les avantages en nature, qui change complètement la donne sur des véhicules premium. Tout à fait. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir été avec nous. François Caudet, merci aussi de votre présence. Merci Christophe. À tous de votre présence, de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur Internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Norizère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.